Bonjour. Donc moi c'est Christophe, je suis en deuxième année de médecine et je vais vous faire votre deuxième et dernier cours d'histologie. Je vous le dis juste à la fin du cours, il y a une fin de pré-rentrée. Donc bon, pour les tout blancs, je pense que ce cours ça va vous faire un peu chier, bon c'est normal. Surtout que je vais le faire assez rapidement parce qu'on va pas avoir assez de temps pour tout faire. Donc restez au test final, c'est quand même le premier test que vous allez avoir et ça serait bien de le faire sérieusement. Donc je vais débuter par un petit rappel sur le tissu épithélial. Donc un tissu épithélial c'est quoi? C'est une association de cellules sans interposition de substances fondamentales. Bon ça c'est la base, je vais vous faire un petit schéma pour que ça soit clair dans vos esprits. Voilà, vous avez des cellules, je vais en faire 4. Un petit noyau. Voilà, ce qu'il ne faut pas oublier sur un tissu épithélial, ce qui est la base de vos cours, et Barbet va constamment vous le rappeler, c'est la membrane basale. Voilà, un tissu épithélial sans membrane basale, il y a une exception, c'est le foie, il faut la retenir par cœur. Parce que, par exemple, si au concours on vous demande est-ce que tous les épithéliales ont une membrane basale, non, il y a le foie. Voilà. À ne pas oublier aussi, en dessous, le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, ça va permettre la vascularisation de votre tissu épithélial. Je vous mets quelques capillaires. Voilà, je vous refais un petit récapitulatif parce que la dernière fois, rarement, ça a été un peu trop vite. Bon, je sais pas si vous avez le temps de noter pour les plus longs. Donc voilà, votre tissu épithélial, jamais vascularisé. Vascularisé, voilà, nutrition par diffusion sanguine à partir du tissu conjonctif. Donc ça c'est la base du tissu épithélial. Vous avez ici un tissu épithélial intestinal. Là il y a une petite faute pour la cellule caliciforme, je vais vous la refaire parce que la cellule caliciforme c'est une cellule à pôle muqueux ouvert. Là paraît vraiment fermée alors qu'on est en microscopie optique. Donc une cellule caliciforme, c'est comme ça. Voilà. Caliciforme pourquoi? Parce que ça a une forme de calice, tout simplement. Merci. Voilà, donc ici vous avez le mucus. Ici c'est intégré aux entérocytes. Entérocytes c'est quoi? C'est un épithélium prismatique simple, aplateux-strié. Vous voyez là, j'écris assez gros ou les flashs plus gros? C'est bon? Ok, pas de réponse, donc je pense que c'est bon. Donc voilà, ici un entérocyte, ici une cellule à pôle muqueux ouverte ou cellule caliciforme. Voilà, c'est à retenir. Donc vous avez vu qu'il y avait 4 façons d'appeler un épithélium, 4 caractéristiques qui vont être les formes cellulaires. Le cours sera sur le site sûrement mercredi. Oh, pardon. La forme cellulaire, il y en a 3 à retenir essentielles, les cubiques, aussi hautes que larges, les pavimenteuses, plus larges que hautes, et les prismatiques. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là. Dans ces petits rappels, franchement je vais très vite parce que vous l'avez déjà vu, donc pas la peine de s'attarder là-dessus. Vous avez le nombre d'assises cellulaires et non pas le nombre de cellules, c'est un piège fréquent, il faut le retenir aussi, c'est le nombre d'assises cellulaires, donc les assises. Vous avez vu qu'il y en avait des unistratifiés, des stratifiés et des pseudo-stratifiés. Je ne les note pas parce que je vais vite. Exact. Merci, c'est gentil. Après, vous avez la spécialisation cellulaire. Donc sur le forum, j'ai vu qu'on m'avait demandé si spécialisation, c'était pareil que différenciation. Il n'y a pas de piège là-dessus. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est comme ici, pour les prismatiques, ça s'appelle aussi cylindrique. Enfin, il n'y a pas de piège. Spécialisation ou différenciation. Et enfin, vous avez la fonction. La fonction, ici, avec votre intestin, c'est une fonction d'absorption, vous en avez d'autres. La fonction d'expression, la fonction de piéger les substances indésirables dans l'épithélium respiratoire. Il y en a beaucoup. Les cours qu'on vous a fait, ils sont très succincts. Le professeur Barbet il fait des cours, le tissu conjonctif, il est 4h30. Là, je vais vous faire une demi-heure. Donc, bon, voilà, ça va vraiment très très vite. Donc, voilà pour les petits rappels. À ne pas se tromper que là, c'est vraiment 4 caractéristiques, spécialisation et fonction. Il n'y a pas, si on vous demande, il y a 3 caractéristiques, ça sera faux.
spécialisation, c'est différent d'une fonction. C'est grâce à la spécialisation qu'on fait la fonction. Voilà, donc là je vous mets la petite diapo récapitulative. Les formes, donc prismatique, cubique et pavimenteuse. Les nombres d'assises, unicellulaires, stratifiées ou pseudo-stratifiées. Les microvillosités, donc je vais vous faire un petit récapitulatif tout à l'heure lors de la correction, mais pour l'instant je passe. Et voilà, donc les fonctions, absorption, expression, etc. etc. Voilà, je vais passer au tissu conjonctif. Donc le tissu conjonctif, c'est le tissu associatif du tissu épithélium qu'il faut vraiment retenir. C'est celui-là, vous voyez le petit truc vert, vous verrez qu'après ça correspond à des fibres. Donc le tissu conjonctif, ça permet la nutrition de voisinage du tissu épithélium. Contrairement au tissu épithélial, le tissu conjonctif, ça va avoir une différence morphologique. C'est-à-dire que le tissu conjonctif, c'est aussi la définition à retenir par cœur, ça va être des cellules séparées par une matrice conjonctive, quantité variable de matrice conjonctive. Je vais mettre la petite diapo. Voilà, là, il faut l'apprendre par cœur, il n'y a pas de mystère. Il ne faut vraiment pas se tromper avec le tissu épithélial. Même si on vous a dit, la dernière fois, vous avez fait le petit dessin du micro-espace que vous avez entre les cellules épithéliales. Voilà. On rappelle un petit espace ici de 10 à 30 nanomètres. Mais la définition de celui-ci, c'est de retenir qu'il n'y a pas d'interposition de substances fondamentales. Différent pour le tissu conjonctif, qui lui sont des cellules avec interposition quantité variable de matière conjonctive. Donc la matière conjonctive, je vais vous expliquer après ce que c'est, pour retenir qu'elle a plusieurs noms quand même. On l'appelle donc matrice conjonctive. Je vais utiliser des abréviations, matrice conjonctive, ou encore matrice extracellulaire. Vous aurez beaucoup de noms, il faut juste les apprendre. Il faut apprendre aussi que dans les cours de Barbet, vous allez avoir beaucoup de trucs à noter comme ça. Enfin, il ne faudra pas tout écrire parce que vous n'allez pas avoir le temps de prendre tout ce qu'il dit. Ou alors tout simplement matrice. Voilà. Les trois sont à apprendre. Donc le tissu conjonctif, il va falloir apprendre qu'il y a trois grands constituants. Voilà, il y a les fibres, les substances mentales et les cellules. Bon, les vaisseaux et substances exogènes et endogènes, d'ailleurs, on ne va pas trop en parler. Retenez pour l'instant qu'il y a trois filtres, une substance fondamentale et des cellules. Voilà, donc ces trois constituants vont permettre de faire trois fonctions. Trois fonctions qu'il va falloir apprendre par cœur. Voilà, donc le tissu conjonctif, c'est une fonction de trophicité. Trophicité, ça veut dire nutrition, voilà, c'est la nutrition de voisinage des tissus épithéliaux. Une fonction de soutien, ou de structuration, c'est les mêmes termes. Et une fonction qu'on ne va pas voir, mais que va sûrement vous être précisée par le professeur Barbet, c'est la fonction immunitaire ou inflammatoire. J'écris pas tout, mais voilà, je vous redis, trophique, avec nutrition de voisinage. Apprenez ce terme, nutrition de voisinage, ça paraît bête comme ça, mais c'est le mot-clé qu'il faut apprendre du tissu conjonctif. De soutien, je vais vous donner un exemple. Le tissu conjonctif, ça sert de soutien pourquoi? Dans vos muscles, par exemple, vous avez du tissu conjonctif en abondance. Enfin, là, vous voyez votre biceps, voilà, votre biceps sans tissu conjonctif, donc de soutien avec les fibres que vous aurez, ça serait tout flasque, ça n'existerait quasiment pas. Donc voilà, le soutien, c'est la fonction qu'il faut apprendre du tissu conjonctif. Et immunitaire et inflammatoire, vous verrez qu'il y a des cellules qu'on appelle cellules de passage dans le tissu conjonctif. Ça va permettre, lors d'inflammation locale et immunitaire locale, d'apporter les mastocytes, les basophiles, tout ce que vous allez voir sur le tissu sanguin. Donc voilà. Ça, c'est trois fonctions vraiment qu'il faut bien retenir. Donc je vais passer aux constituants. Vous avez trois fibres. Je vais vous dire. Vous avez la fibre de collagène.
la fibre de réticuline et l'élastine. On va passer un peu plus de temps sur les fibres parce que clairement c'est l'essentiel du cours là. Vous allez voir que 4h30 de cours sur le psychodentique c'est long. Barbet il va vraiment vous dire beaucoup plus de choses que moi. Mais j'aimerais vraiment qu'on passe du temps sur ces trois fibres là parce que c'est les plus importantes qu'il faut apprendre à connaître et toutes leurs caractéristiques, tout ça. Donc je ne vais pas trop vous lire la diapo ou alors avec des mots-clés importants qu'il faut juste retenir, qui sont sur la diapo qui va vous être utile pour le test final. Sinon, le collagène, c'est dans son nom. Le collagène, déjà, il faut savoir que ça va être les fibres les plus essentielles au subconjonctif. Je vais vous dessiner je vais vous refaire le schéma pour vous expliquer les termes suivants. Donc, le collagène, on a dit que, c'est marqué au tableau, que c'est non anastomosé. Non anastomosé, ça veut tout simplement dire pas de contact, ils ne sont pas liés, ils ne sont pas collés. Ici, vous voyez bien le dessin, il n'y a pas de. Elles ne se touchent pas, elles ne sont pas en contact. Voilà. Donc ça veut dire non anastomosé. Voilà, vous avez des petits mots-clés comme ça que Barbet va sortir au fur et à mesure. Donc là, vous avez aussi le collagène, un aspect de trousseau, de bandeau. Bon, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en P1, parfois, il faut savoir apprendre par cœur les mots et pas se poser de questions. Donc là, au microscope optique, c'est pareil, on dit coloration au vert-lumière. Moi-même, pour l'instant, je ne sais toujours pas ce que c'est que le vert-lumière, mais je l'ai appris, donc voilà. Donc apprenez le vert-lumière, ça c'est une coloration au microscope optique. Vous avez sûrement vu la différence entre microscope optique et microscope électronique. Donc électronique, clairement, il n'y a pas de colorant, c'est que du noir et blanc, je pense que ça, vous avez dû le retenir. Donc si on vous dit coloration vert-lumière au microscope électronique, voilà, vous mettez faux tout de suite, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Donc après on vous parle de striation périodique de 64 nanomètres. Là il faut retenir parce que la diapo elle est un peu ambiguë, à savoir que la striation périodique de 64 nanomètres. Donc 64 nanomètres, je le rappelle, ça paraît un peu bête comme ça, mais nanomètres, c'est les 10 puissance moins 9 mètres. Voilà, pour ceux qui le savent pas, c'est vraiment. Donc 64 fois 10 puissance moins 9 mètres, c'est très petit. Ça ne se voit pas au microscope optique. Au microscope optique, vous verrez ça. Voilà, des fils comme ça. Donc une striation périodique, pour l'instant, je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est, mais en gros, c'est une alternance de bandes foncées et de bandes claires. Donc ça, c'est votre fil. Voilà. Une striation périodique, ça va tout simplement être ça. Il faut savoir que ça fait 64 nanomètres. Voilà, je ne l'écris pas, mais retenez-le. Donc voilà, 64 nanomètres au microscope électronique, ça, il faut vraiment le retenir. Donc après, le collagène, c'est quoi? C'est tout simplement un assemblage de tropocollagène. Donc je vais vous faire un peu... je sais pas si... Ouais, pas de torchon. Donc c'est du tropocollagène. Le tropocollagène, ça va être le précurseur, l'unité fondamentale du collagène. Voilà, donc je vais vous mettre le petit schéma qu'il faudra aussi apprendre par cœur, qui est très important. Vous avez le collagène, j'écris par acronyme parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Collagène qui est composé de fibres, fibrilles, pardon. Une fibrille, c'est composé elle aussi de microfibrilles. Une microfibrille est composée de protofibrilles. Ça paraît chiant comme ça, mais il faut vraiment l'apprendre parce que voilà, c'est un mix de mots-clés qu'il faut vraiment retenir. Protofibrilles. Et les protofibrilles sont faits de tropocollagène. Voilà, donc le tropocollagène, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait c'est 3 hélices alpha. Donc une hélice, vous avez vu ce que c'était en biochimie, je ne vais pas vous refaire un cours. Il faut juste savoir que ce tropocollagène, il est formé essentiellement de glycine, de proline et d'un acide amylé qu'on a appelé X, pour juste vous parler en fait que le collagène, comme la réticuline tout à l'heure, vont avoir un agencement glycine, proline et un acide amylé X. Cet acide amylé X, c'est soit une autre proline, soit une hydroxyproline. Donc ça retenez-le, collagène et réticuline sont faits d'un agencement Li-Pro-X et donc tropocollagène. Voilà.
Donc, je pense que je vous ai tout dit sur le collagène. Voilà. Donc on va passer à la réticuline. La réticuline, ça va être plus rapide et plus simple. Il faut juste retenir que c'est un collagène, mais moins élaboré, pardon. Moins épais, il y aura un diamètre moins important. Bah, tiens, d'ailleurs, je vous dis un truc sur le diamètre du collagène. Le diamètre du collagène, c'est 1 à 5 microns. Voilà. Ça aussi, retenez-le par cœur. C'est pas 6, c'est pas 0,5, c'est 1 à 5. Barbet, il est très précis sur ses... Professeur Barbet, pardon. Il est très précis sur ces petits trucs. Il va s'amuser avec vous. Attention aussi à ça. Voilà. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de pièges qu'on peut vous faire. Micromètre, ça ressemble facilement à millimètre. Au niveau d'une cellule, si vous avez du millimètre, bah, ça va être faux. Ça, c'est sûr et certain. Une cellule, c'est soit du micromètre ou du nanomètre. Donc ça, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Voilà. Je le dis aussi pour ceux qui ne savent pas encore trop avec les unités. Donc la réticuline, ça sera pareil, comme le collagène, fonction de soutien. Ce qu'il faut retenir, c'est moins développé. Voilà, c'est vraiment la base. Il y a certaines personnes qui disent que la réticuline, c'est un précurseur du collagène. Professeur Barbet, il va invalider cette proposition, il le dit clairement dans son cours. Donc ça, il ne faudra pas vous tromper, c'est marqué dans certains livres. Vous avez beaucoup de livres que vous allez acheter parce que vous n'allez peut-être pas comprendre le cours, mais le support du concours, c'est le professeur Barbet, voilà. Enfin, pour l'histologie en tout cas. Donc voilà, donc là, on va parler un peu de... Je vais vous changer la diapo, excusez-moi. Voilà. On va parler un peu de sa structure. Ici, c'est marqué non réellement anastomosé. Non réellement anastomosé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'observation au microscope optique, on voit les fils se touchent, se collent, donc anastomosés. Mais en réalité, quand on passe à un grossissement plus fort, donc le microscope électronique, on voit une petite précision, enfin je ne sais pas si en biocell vous avez déjà fait sûrement, mais la microscopie électronique permet de voir plus petit que le microscope optique. Donc voilà, donc au microscope optique, pardon, vous voyez comme ça. Ça pour vous, c'est la microscopie optique. Donc ici, c'est anastomosé à cette échelle, mais quand vous faites un zoom, voilà, je fais un petit zoom, je vais l'éclairer juste après. Vous faites un zoom, en fait, vous voyez qu'il n'y a pas de contact. Voilà, donc non anastomosé. Donc si on vous demande, les fibres réticulines sont anastomosées, sans réellement, sans apparemment, tout ça. Les deux termes à retenir de ça, c'est non réellement ou apparemment anastomosé. Et si on vous dit les fibres réticulines sont anastomosées, bah c'est faux. Voilà, il n'y a pas de contact. C'est apparemment anastomosé au microscope optique. Voilà, donc striation périodique sur 4 nanomètres, je vous l'ai dit, c'est glycine, proline, hydroxyproline, proline, bon voilà, c'est le même agencement. Il faut savoir que ces deux fibres, elles sont faites par le fibroblast, l'élastine aussi, mais pour l'instant je reste vraiment ciblé sur ces deux fibres à fonction de soutien. Ça c'est le mot-clé à retenir, c'est fonction de soutien. Donc voilà, elles sont faites par le fibroblast, que je vais en parler juste après, c'est la cellule vraie, la cellule résidente, la seule vraie cellule qu'il faudra retenir du tissu conjonctif, ça sera le fibroblast. Voilà. Donc après l'imprégnation argentique, c'est pareil, c'est au microscope optique. Là, vu que c'est un métal, est-ce qu'on peut le voir au microscope électronique? Je sais pas, je pense qu'on vous apprendrait, on va vous donner... Ouais. Bon, bah apparemment on me dit oui. Donc c'est aussi visible au microscope électronique, parce que là c'est un métal lourd, donc voilà. Quand vous avez vu les différentes colorations qu'il y a au microscope électronique, ce sont des métaux lourds, or, argent, etc. Donc voilà. Donc la dernière fibre, qui va avoir une fonction différente, c'est l'élastine. Voilà, l'élastine, c'est en gros l'élasticité de votre tissu. L'élasticité, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire capacité à s'étirer et à revenir à sa forme initiale. Donc là, ça va être, par exemple, pour un exemple, enfin là c'est pas pareil, mais la contraction de votre muscle, vous allez contracter votre muscle, il va se rétrécir, et quand vous allez relâcher, il va revenir à sa fonction initiale. Bon là c'est pareil, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir étirer et revenir, c'est comme un élastique. Voilà. Donc ça va voilà, dans votre muscle, tout ça, il y en a partout. Il y en a surtout au niveau de l'aorte, par exemple. Donc l'exemple de l'aorte, il est à retenir, parce que ça va être un peu le seul sur tissu conjonctif que vous allez avoir à retenir. Donc là vous avez votre cœur, en gros c'est très schématique ce que je vais faire, mais voilà.
Donc l'aorte, c'est l'artère de conduction qui part du ventricule gauche. Donc savoir le cœur est divisé en deux parties. Ici vous avez l'aorte. Je ne fais pas un cours d'anatomie, mais bon, là ça s'appelle la crosse de l'aorte, etc., etc. Ici vous avez beaucoup de fibres d'élastine. Pourquoi? Parce que quand dans votre ventricule vous allez avoir la systole ventriculaire, systole c'est-à-dire que le sang il part de votre ventricule pour aller à la périphérie du corps, il va devoir, l'artère qui est ici, donc l'aorte, va devoir s'agrandir et rétrécir. Donc voilà. Donc ça c'est les fibres d'élastine, ça évite que l'aorte se rompe, enfin voilà, c'est vraiment élastique, c'est sa fonction principale. Donc voilà, ici il n'y a pas de striation, pourquoi? Parce que l'élastine elle n'est pas faite de tropocollagène, je vous ai dit, c'est vraiment la réticuline et le collagène qui sont faits de tropocollagène. Ici aussi vous n'avez pas l'agencement glyproX dans la glycine. Donc là, si on vous dit les trois fibres du tissu conjonctif ont un agencement glyproX, bah là vous ne cochez pas, là c'est sûr et certain que cette question va être fausse, il n'y aura pas de piège là-dessus. Donc voilà. Donc elle est vraiment différente des deux premières fibres. C'est pas une fonction de soutien, c'est une fonction d'élasticité. Après, subtil, enfin un truc subtil à apprendre, c'est que c'est pas parce que là je vous parle de fonction principale. Il est évident que le collagène a aussi une petite fonction d'élasticité, mais c'est pas sa fonction principale. Donc il y a eu une question il y a 2-3 ans, je sais plus, qui disait la collagène est dénuée de fonction élastique. Bah, c'était un petit piège, il y a une fonction élastique au niveau du derme de la peau, il y a beaucoup de collagène et bah, quand vous appuyez sur votre peau, la peau elle revient quoi. Donc il y a une petite fonction d'élasticité, mais c'est pas sa fonction principale. La fonction d'élasticité, elle vient de l'élastine. Voilà, je vais juste faire un petit aparté sur les fonctions principales. Donc ça, c'est à retenir par cœur. Voilà. Donc après, le diamètre de ces fibres, elles sont moindres des fibres de réticuline et de collagène. Elles sont de 1 à 2 microns. Donc voilà, je vais vous le noter quand même. Je fais beaucoup de place sur le tableau. Donc voilà, 1 à 2 microns pour les fibres d'élastine. Voilà, donc son colorant à lui, c'est toujours au microscope optique, c'est l'hématoxyline de Weigert ou l'orcéine. Donc voilà, ça aussi, il faut l'apprendre par cœur. C'est pareil, là encore, les colorants, on ne vous demande pas de savoir ce que c'est. Enfin, faut pas dire merde, qu'est-ce que c'est l'orcéine, ça vient d'où, tout ça. Il faut vraiment l'apprendre juste par cœur. Je parle surtout, enfin les doublants, vous savez, mais les primants, il faut vraiment que vous ne cherchiez pas à comprendre ce que c'est. Donc voilà. Donc dans le tissu conjonctif, vous allez avoir deux sortes de substances. Donc là, on ne va pas détailler parce que franchement, on n'a pas beaucoup de temps. Vous avez le test final juste après qui va durer 13 minutes et la correction ensuite. Donc en gros, il faut juste retenir qu'il y a des substances exogènes qui sont apportées par le sang et des substances endogènes qui sont faites dans le tissu conjonctif. Donc en gros, les substances exogènes, ça va être le glucose, l'eau, les différents acides aminés, tout ça. Et les substances endogènes, bah, ça va être principalement les fibres. Vous avez aussi des glycosaminoglycanes, que je ne vais pas détailler aussi fort ce que c'est, différentes protéines, etc. Donc voilà, je vous laisse 2 secondes la diapo pour que vous notiez vite fait. Substances endogènes. Donc voilà, substances endogènes, il faut juste retenir que c'est fait dans le tissu conjonctif. On ne se place pas par rapport à notre organisme, on ne se place pas par rapport à nous, mais vraiment par rapport au tissu conjonctif. Il est évident que en nous, il y a de l'eau endogène. Enfin, il y a l'eau qu'on boit et l'eau fabriquée par le métabolisme de l'ATP, etc. Enfin, mais là, on se place par rapport au tissu conjonctif. Voilà. Donc on passe au dernier constituant de la cellule, du tissu conjonctif, pardon, excusez-moi. C'est la cellule. Donc j'ai dit tout à l'heure, le fibroblaste, c'est la seule vraie cellule conjonctive à retenir. Donc il n'y aura que celle-là. Ça c'est simple, c'est pas compliqué. C'est voilà, le fibroblaste, la seule vraie cellule conjonctive. Il y a une petite subtilité au MO, enfin, au microscope optique et au microscope électronique, comme quoi elle serait fusiforme et étoilée. Moi je trouve que cette diapo est fausse, enfin, c'est pas ce que j'ai retenu de l'année dernière du cours du professeur Barvet. Enfin après notez-le ou notez-le pas, mais je pense qu'il va vous faire le cours, vous allez faire votre propre avis. Mais moi ce que j'avais retenu c'est au microscope optique, elle peut être fusiforme ou étoilée, et la forme étoilée ou fusiforme c'est juste une fonction si la cellule est active ou inactive. C'est-à-dire que vous allez avoir deux termes, vous allez voir aussi en embryo, souvent avec blast et cyte, en embryo sur le tissu osseux, le tissu cartilagineux, pardon. Vous avez le fibroblaste, blast c'est tout simplement la cellule active, elle va avoir un cytoplasme basophile. Je vais dire après, juste basophile, acidophile, ça correspond à quoi. Et quand elle est inactive, on parle de fibrocyte. Voilà, moi ce que j'ai retenu, c'est que la fibrocyte, elle est fusiforme, et quand c'est fibroblast, c'est une forme étoilée. Après, pour basophile et acidophile,
En gros, pour l'instant, je pense qu'en P1, vous avez juste à retenir que basophile, c'est quand vous allez voir une synthèse de quelque chose. Donc le cytoplasme du fibroblast avec tout son appareil de Golgi, etc., etc. Ça va être basophile. Et quand il va y avoir une destruction de quelque chose, par exemple les lysosomes, ça va être acidophile. Voilà, c'est juste ça, pour retenir ça pour basophile et acidophile. Je pense que déjà ça sera pas mal. Donc voilà, donc le fibroblast, vraie cellule conjonctive. C'est marqué doué de mouvement. Ça paraît bête pour une cellule. Enfin, les cellules sont un peu mouvantes, entre guillemets. Il faut juste retenir qu'elle a une capacité de 5 micromètres par heure. Voilà, ça c'est pareil que pour le tissu conjonctif, les 1 à 5 microns, il faut les apprendre par cœur. L'unité aussi, vous ne faites pas avoir, franchement, faites très attention aux unités, c'est vraiment, il y a beaucoup, mais on peut vous faire 40 000 pièges à chaque fois, parce que vous regardez souvent les valeurs. 5, vous voyez 5, vous dites ça c'est bon, alors que pas du tout, enfin 5 mm, vous n'imaginez même pas comment ça va super vite dans un corps, quoi. Une cellule, c'est vraiment tout petit, une cellule, donc c'est 5 micromètres par heure. Voilà, ça, il faut faire vraiment très attention aux unités. Donc voilà, elle est aussi appelée cellule résidente, donc ça vous l'avez vu sûrement. Donc voilà, donc les deuxièmes cellules, vous verrez que le professeur Barbet, quand il va faire son cours, il va commencer par dire blablabla, sa diapo va s'appeler les cellules, et après il va dire les cellules au pluriel, c'est pas très bon parce que les cellules de passage, elles restent pas dans le tissu conjonctif, donc elles n'appartiennent pas vraiment au tissu conjonctif. Donc voilà, encore une fois, le fibroblast, seule vraie cellule tissu conjonctif, les autres cellules de passage, donc tout à l'heure, c'est des cellules à capacité réactionnelle, immunitaire, immunologique, locale. Voilà, donc c'est les mastocytes, les lymphocytes, macrophages, il y en a plein d'autres, on peut en citer des milliers comme ça, basophiles, neutrophiles, tout ce que vous voulez. Donc voilà, enfin je dis ça pour les deux blancs, vous ne savez pas ce que c'est encore les primants, mais vous allez voir sur le tissu c'en est un. Donc voilà, donc il faut savoir que dans le tissu conjonctif, il y a deux sortes, on dit en général qu'il y a deux sortes de tissu conjonctif, les simples et les spécialisés. Les simples, ça va être que sur ces diapos, et les spécialisés, ça sera la diapo d'après. Je ne vais pas détailler plus que ça, parce que déjà on est un peu en retard là. Donc voilà, je vais passer vite fait. Donc, le tissu conjonctif équilibré, on l'appelle aussi lâche ou de remplissage. Celui-là, il n'est pas noté au tableau, donc mettez-le. C'est le tissu conjonctif des muqueuses, c'est le plus commun qu'on aura. Donc équilibré, lâche ou remplissage. De remplissage, voilà. Apprenez-les par cœur, ces trois-là. Vous allez avoir beaucoup de mots. Barbet, il aime bien dire plusieurs fois la même chose pour le même terme. Enfin, c'est juste que lui, il va tout faire, pas pour vous embrouiller, mais vraiment pour vous donner le maximum de termes et voir si vous les apprenez au concours, ça ne gênera pas de lui dire le tissu conjonctif équilibré ou après l'évidence de cellules. Enfin là, ça paraît bête, mais parfois il va mixer les mots-clés pour vous embêter un peu, quoi. Donc voilà, donc le premier tissu conjonctif équilibré, lâche, de remplissage. Le deuxième tissu conjonctif après l'évidence de cellules, il n'y en a qu'un seul à retenir, c'est le tissu paléal du sein, donc c'est la glande mammaire, c'est ce qui sert à faire le lait. Vous vous rappelez que c'est une glande apocrine, donc ça c'est un petit rappel pour le premier cours. Après vous avez un tissu conjonctif après l'évidence de substances fondamentales. Substance fondamentale, là c'est pareil, il y a marqué œdémateux, le dernier petit nom qu'il a c'est le tissu conjonctif muqueux, donc ça faut l'apprendre aussi par cœur. On appelle aussi ça la gelée de Wharton, bon ça c'est pareil, si vous avez un peu de mal avec les noms comme ça, forcez-vous à les apprendre parce qu'en anatomie, au deuxième semestre, c'était encore pire. Vous allez avoir plein de petits noms comme ça, de machin, de trucs, de machin. Ça sera pas grand chose, mais voilà, c'est encore une histoire de sélection, quoi. Donc voilà. Donc voilà, petit mot sur le cordon ombilical, donc le tissu conjonctif du cordon ombilical. Le professeur Barbet va vous le présenter comme ça en fait. Voilà, c'est pas un sourire, c'est pas un bonhomme, c'est vraiment deux artères dans le cordon ombilical, vous avez deux artères et une veine. Voilà. Donc ça c'est aussi à retenir, il va sûrement vous le dire. C'est tellement facile de faire un piège. Il y a deux veines et une artère, donc voilà, c'est deux artères et une veine. Ça retenez-le aussi par cœur. La spécificité de ce tissu conjonctif, c'est qu'il n'est pas vascularisé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de capillaire. Un petit mot sur les capillaires. Le capillaire, c'est le seul vaisseau sanguin auquel il va y avoir des échanges. Il n'y aura jamais d'échange dans une artère, dans une veine. Les échanges avec le glucose, l'oxygène, tout ça, ça se fait dans un capillaire. Voilà, ça se fait pas dans une artère, ça se fait pas dans une veine. Donc le deuxième grand exemple de tissu conjonctif où il ne sera pas vascularisé, c'est les deux à prendre, c'est aussi la cornée. Là on ne va pas vous en parler, mais le professeur Barbet va sûrement vous le dire encore cette année. Donc voilà. Et le dernier, le plus subtil, c'est le tissu conjonctif après l'évidence de fibres.
Donc quand on parle d'un tissu conjonctif à prédominance de fibres, on parle d'un tissu conjonctif dense. Ça veut dire à prédominance de fibres. Si je vous dis un tissu conjonctif fibreux, ça veut dire que c'est un tissu conjonctif à prédominance de fibres, mais de collagène. Ça, il faut vraiment très faire attention parce que c'est vraiment le piège classique du tissu conjonctif. Quand on va vous dire le tissu conjonctif fibreux est un tissu conjonctif à prédominance de fibres. Non, c'est un tissu conjonctif de prédominance de fibres à collagène. Voilà, les autres, c'est tissu conjonctif réticulaire pour le riche en réticuline, tissu conjonctif élastique pour le tissu conjonctif voilà, en élastine. Donc voilà. Maintenant, quelques exemples de tissus conjonctifs spécialisés. Ça ne va pas être dur, il y en a 4 grands à retenir. Le tissu adipeux, ça va être la suite de vos cours en fait, donc je pense que ça, il n'y aura pas de problème à les apprendre. Le tissu adipeux, donc c'est la graisse de votre corps. Ça, il n'y a pas de... Voilà. Vous avez le tissu osseux, donc ça c'est l'os. Le tissu cartilagineux et le tissu sanguin. Parce que le tissu sanguin, effectivement, c'est un tissu. Ça respecte la définition d'un tissu. Un tissu, je vous rappelle, c'est une association de cellules en vue de faire une fonction fondamentale. Voilà. Il faut juste savoir que ces deux-là sont extrêmement liés. On les appelle aussi les tissus minéralisés. Voilà. Donc ça, c'est vos cours qui va suivre. Le tissu conjonctif, vous allez avoir le tissu adipeux, le tissu osseux, le tissu cartilagineux, le tissu sanguin, et le dernier, vous allez avoir aussi appareil cardiovasculaire. Ça va être très vite. Donc voilà, je crois qu'on a fini le cours.